Cette inefficacité relative du transfert d'informations est susceptible de disparaître dans un avenir proche. Afin d'utiliser efficacement la puissance cognitive offerte par le cerveau global, il convient de réduire au minimum la barrière entre le cerveau interne et le cerveau externe. La diffusion explosive des communications sans fil, des appareils portables et, bientôt, de l'informatique omniprésente VASE, 1993, Gelesen, 1999. Annonce la disponibilité constante de connexions réseau, quel que soit l'endroit où se trouve l'individu. Un domaine de recherche émergent est celui des ordinateurs portables Starney et Al, 1997, des processeurs petits mais puissants qui restent disponibles en permanence, par exemple intégrés dans des vêtements. Les utilisateurs pourraient porter des lunettes spéciales qui leur permettraient de voir les informations de l'ordinateur superposées à une vue normale de leur environnement. Ainsi, l'ordinateur peut leur fournir en permanence des informations sur l'environnement et les avertir, par exemple, de l'arrivée d'un message important. Such computer would use a sophisticated multimedia interface. It would allow them to harness the full bandwidth of 3-dimensional audio, visual and tactile perception in order to communicate information toutes user brain. De complémentarité chez les technologies de reconnaissance de la parole, des gestes, des expressions faciales, voire des états émotionnels, facilite grandement la saisie d'informations par l'utilisateur. Par exemple, les ordinateurs portables seraient connectés à un petit microphone, dans lequel l'utilisateur peut parler, et à un gant ou une boule de commande sophistiquée conservée dans une poche, avec laquelle l'utilisateur peut diriger un curseur ou manipuler des objets virtuels. Il est possible de concevoir une communication encore plus directe entre le cerveau humain et le web. Tout d'abord, il y a déjà eu des expériences, Olpo et Al, 1991, dans lesquelles des personnes ont dirigé un curseur sur un écran d'ordinateur simplement en y pensant. Leurs ondes cérébrales associées à des pensées particulières, telles que haut, bas, gauche ou droite, sont enregistrées par des capteurs et interprétées par un logiciel de réseau neuronal, qui transmet son interprétation à l'interface de l'ordinateur sous la forme d'une commande, qui est ensuite exécutée. Des recherches sont également menées sur les interfaces neuronales, qui fournissent une connexion directe entre les nerfs et l'ordinateur. Knapp et Lusted, 1992. Si ces interfaces directes cerveau-ordinateur devenaient plus sophistiquées, il suffirait à un individu de penser à un problème pour voir les solutions recommandées s'afficher à l'écran, ou être prononcées dans une oreillette, et les actions correspondantes s'exécuter dans la réalité. Par exemple, il pourrait suffire que vous pensiez il est temps de rentrer chez vous pour qu'un taxi soit automatiquement dirigé vers l'endroit où vous vous trouvez, vous prenne en charge et vous ramène à votre domicile, tout en étant payé par votre compte électronique, votre agent logiciel ayant pris soin de sélectionner le taxi qui rendrait le service le plus rapidement et le moins cher. Ainsi, la frontière entre les processus cognitifs individuels et les processus à l'intérieur du cerveau global serait minimisée, intégrant l'individu dans le superorganisme non seulement physiquement, mais mentalement. Eligen et Bolen, 1996. Question soulevée par le modèle de superorganisme. Comme nous l'avons indiqué dans l'introduction, la vision de la société en tant qu'organisme a suscité de nombreuses inquiétudes, objections et questions générales auxquelles il convient de répondre. Une discussion de ces questions récurrentes nous permettra de soutenir que l'intégration mondiale est non seulement probable, mais en plus souhaitable, et, en fait, inéluctable. 7.1 Contrôle totalitaire, collectivisme ou liberté. L'objection la plus courante à l'encontre d'un modèle de superorganisme est que les gens ont tendance à l'interpréter comme un moyen à peine déguisé de promouvoir un système totalitaire et collectiviste. En particulier, l'utilisation de mots tels que contrôle et collectif évoque des associations immédiates avec le stalinisme et l'oppression brutale des libertés individuelles. Ces connotations négatives peuvent être compréhensibles, mais elles sont totalement erronées. L'évolution sociétale que j'ai esquissée est principalement une extrapolation des tendances existantes, et celle-ci montre une augmentation continue de la liberté, de l'individualisme, de la démocratie et de la décentralisation plutôt qu'une diminution. Confé Eligen et Bernheim, 2001. Ces tendances peuvent être expliquées directement par les mécanismes postulés de différenciation, qui ouvrent toujours plus de possibilités pour un individu de choisir un rôle, une éducation ou une profession, de réduction des frictions, qui augmentent la liberté générale de mouvement, d'expression et de consommation, et d'autonomie croissante, qui réduit la nécessité de contrôler ou de surveiller étroitement les activités d'un individu. Le mécanisme complémentaire de l'intégration pourrait être considéré comme une source de nouvelles contraintes ou limitations,
mais celles-ci sont susceptibles de restreindre la liberté des individus puissants, comme un dictateur de type stalinien ou un baron voleur, et des organisations d'abuser du système à leurs propres fins, plutôt que la liberté des gens ordinaires de réaliser leurs ambitions individuelles. L'intégration mondiale signifie une dépendance mutuelle croissante de diverses organisations, et donc une difficulté croissante pour une organisation à dominer les autres. Cette situation est naturellement mal perçue par ceux qui ont le plus de pouvoir à perdre, mais devrait être accueillie favorablement par les moins puissants. Par exemple, cette perte de pouvoir anticipée peut expliquer la méfiance commune de la nation actuellement la plus puissante, les États-Unis, à l'égard des institutions mondiales, telles que les Nations Unies. Historiquement, les régimes totalitaires, comme l'Allemagne d'Hitler, l'Union soviétique de Staline ou l'Irak de Saddam Hussein, étaient le résultat du désir d'un individu ou d'un groupe restreint d'acquérir et de conserver le pouvoir et les privilèges aux dépens de la population dans son ensemble, en supprimant sa liberté de remettre en question ses privilèges. Le mécanisme sous-jacent est simplement l'égoïsme individuel renforcé par les structures de pouvoir social, qu'ont fait Eligen et Campbell, 1995. Ces systèmes sociaux n'ont rien de particulièrement moderne, hormis des méthodes de propagande et de contrôle plus sophistiquées. On retrouve le même type d'organisation impitoyable et centralisée dans les royaumes et empires de l'Antiquité et dans la période qui a précédé les révolutions françaises et américaines. Dans la mesure où les sociétés totalitaires étaient fondées sur un système idéologique ou politique, comme le communisme soviétique, ce système était très différent du système auto-organisé, cybernétique, semblable à un organisme que propose cet article. Comme l'a expliqué le cybernéticien et dissident soviétique Valentin Turchin, 1981, le système soviétique manquait de la composante la plus cruciale du contrôle cybernétique, la rétroaction. Au lieu d'une boucle de rétroaction distribueuse, s'adaptant constamment aux circonstances changeantes, l'économie soviétique était basée sur une structure de commande rigide, mécanique et descendante, avec peu de considération pour l'effet de ces commandes dans le monde réel. Cela a conduit au fameux problème de calcul, où l'agence centrale de planification se trouvait dans l'impossibilité de déterminer exactement combien de chaussures devaient être produites pour satisfaire les besoins d'une population donnée. L'inefficacité économique qui en a résulté a contribué à l'effondrement final du système soviétique. L'accent mis dans le présent document sur le contrôle distribué n'implique pas que la centralisation soit nécessairement mauvaise. La concentration des connaissances en matière de contrôle dans un sous-système distinct a permis d'obtenir des résultats positifs. Eligen, 1995. Le principal avantage est qu'en donnant au système de contrôle une forme physique explicite, il devient plus ouvert à l'examen et à l'amélioration. Par exemple, le contrôle d'une cellule est centralisé dans l'ADN de son noyau. Il est donc facile pour l'évolution d'essayer de nouvelles formes d'organisation en apportant de petites modifications à l'ADN. Une cellule où le contrôle serait distribué sur l'ensemble des molécules participantes, comme le supposent les modèles de cycle autocatalytique pour l'origine de la vie, Kaufmann, 1993, pourrait sembler plus flexible, mais semble moins susceptible d'évoluer vers une organisation complexe. De même, une certaine forme de gouvernement a un rôle à jouer dans la société. Bien que le mécanisme du marché puisse résoudre de nombreux problèmes, il présente certaines lacunes intrinsèques, par exemple, les bulles spéculatives ou le non-respect des externalités, comme la pollution, qui ne peuvent être corrigées en remplaçant ses composants. Par exemple, les producteurs ou les consommateurs. Comme le marché réagit comme un tout, il ne peut être piloté que par un système extérieur, le gouvernement, qui impose des contraintes, telles que des réglementations, des taxes ou des subventions, à tous les acteurs participants, confie Eligen, 1997. L'avantage d'un tel système séparé est que s'il ne fonctionne pas bien, il peut être remplacé par un autre, comme lorsqu'un gouvernement qui a échoué est chassé par les urnes. Contrairement au marché mondial, l'absence de centralisation est à la base d'une autre vision cauchemardesque associée au modèle du superorganisme, le véritable collectif, où tout le monde pense et fait la même chose, et où il n'y a pas de place pour l'initiative ou la prise de décision individuelle. Cette vision s'inspire davantage des sociétés d'insectes, comme les ruches d'abeilles ou les nids de fourmis, que des systèmes politiques existants. Son instantiation récente la plus populaire est celle des Borg, la race de cyborgs imaginée par les créateurs de la série de science-fiction Star Trek. Là encore, d'un point de vue cybernétique, une organisation de type Borg serait des plus inefficaces. Comme indiqué précédemment, les lois d'Ashby et d'Olin impliquent que l'organisme global, afin de maximiser son propre contrôle sur son environnement et ses chances de survie,
doit maximiser la capacité de prise de décision autonome parmi ses composants. De plus, il doit maximiser la diversité ou la variété des stratégies utilisées par ses composants. Cela ne peut être réalisé qu'en stimulant les individus à se développer librement. Confé Eligen, 1992, et à choisir autant que possible leur propre voie, plutôt que de se conformer simplement au point de vue collectif. Même pour les fourmis, on peut démontrer que la colonie sera plus efficace dans la recherche de nourriture si les fourmis individuelles ne se contentent pas de suivre les chemins tracés par leurs congénères, mais dévient régulièrement et crée leur propre chemin. Eligen, 1999b. Si l'on peut comprendre que l'analogie entre les sociétés humaines et les sociétés d'insectes déplaise aux gens, ce n'est pas tant parce que les sociétés d'insectes sont organisées de manière intrinsèquement plus totalitaire ou collectiviste, mais parce que les insectes sont tout simplement des créatures très bêtes et sans caractère par rapport aux humains. Un insecte isolé, dont le comportement est régi par quelques règles simples et rigides, n'est pas intrinsèquement plus libre ou plus créatif qu'un insecte vivant en colonie. Si vous deviez choisir, préféreriez-vous être un termite, social, ou son cousin vivant individuellement, un cafard? Préférez-vous être une abeille collectiviste ou une mouche individualiste? Aucune de ces alternatives ne semble particulièrement attrayante. 7.2. Abandon, conflits et valeurs partagées. Une autre question récurrente soulevée par le modèle de superorganisme est de savoir si tous les individus et les groupes accepteront de faire partie d'un tel système mondial. En principe, un individu, une nation ou un groupe de nations pourrait refuser d'être intégré dans le système social transnational. Au niveau individuel, il a toujours existé le phénomène des clochards, des ermites ou des aventuriers qui vivaient en pratique en dehors de la société. Ce phénomène a toujours été marginal et le restera probablement. En principe, il n'y a aucune raison pour que l'organisme social ne tolère pas l'existence de tels individus ou petits groupes. Par exemple, des communes ou des monastères isolés, qui ne contribuent pas vraiment à la société et ne suivent pas ses règles. La seule condition sera que ces étrangers ne doivent pas nuire ou mettre en danger ceux qui sont à l'intérieur, comme cela peut être le cas pour les criminels ou les personnes souffrant de troubles mentaux. Dans la pratique, cependant, il semble peu probable que de nombreuses personnes choisissent cette option. Les avantages de l'appartenance à la société, tels que la sécurité, le confort, la compagnie, les connaissances, le soutien médical, etc., sont si importants qu'il sera très difficile de résister à leur attrait. Il est probable que ces avantages ne feront qu'augmenter au fur et à mesure du développement du superorganisme. D'autre part, l'idée courante selon laquelle ce que l'on perd en confort en abandonnant l'école, on le gagne en liberté, repose sur une mauvaise compréhension de ce que signifie la liberté. Sans la technologie et les systèmes de soutien social, la vie est essentiellement une lutte pour la survie, où la plupart de l'énergie et du temps doivent être consacrés à trouver le meilleur moyen de survivre. La technologie en particulier, comme les systèmes de transport et de communication, a énormément élargi notre liberté de mouvement et de communication. Plus le superorganisme accroît sa différenciation et son intégration, plus nous aurons de possibilités de choisir notre occupation, ou d'aller où nous voulons quand nous voulons. Bien sûr, l'appartenance à un système englobant impose certaines contraintes, visant à maximiser la synergie entre les composants en interaction et à minimiser les obstructions mutuelles. Cependant, ces contraintes ne réduisent généralement pas la liberté globale. Le code de la route en est une bonne illustration. Pouvoir se déplacer avec sa voiture où l'on veut est une grande liberté, que les personnes des époques précédentes pouvaient à peine imaginer. Toutefois, pour que de nombreuses personnes puissent conduire en toute sécurité et avec un minimum d'interférences sur les mêmes routes, il faut respecter le code de la route. Bien que certaines de ces règles, comme les limitations de vitesse, soient des moyens évidents d'éviter le danger pour soi-même et pour les autres, d'autres peuvent sembler largement arbitraires. Par exemple, il n'y a pas de raison intrinsèque pour que les voitures s'arrêtent au feu rouge plutôt qu'au feu vert, ou qu'elles roulent sur le côté droit de la route plutôt que sur le côté gauche. Pourtant, ces conventions arbitraires deviennent des moyens utiles de réguler le trafic si tout le monde les suit. Sans ces restrictions apparentes à votre liberté de conduire du côté de la route que vous préférez, la conduite deviendrait beaucoup plus difficile et dangereuse, ce qui limiterait effectivement votre liberté de mouvement. La liberté perdue en suivant les règles est plus que compensée par la liberté gagnée grâce à une circulation fluide et sûre des véhicules. Le problème de ces règles est que tout le monde doit accepter de les suivre. Le contenu de ces règles étant en partie arbitraire, les différentes cultures ou traditions ont tendance à élaborer des règles différentes,
Confé Eligen et Campbell, 1995. Par exemple, les voitures en Grande-Bretagne roulent sur le côté gauche de la route, contrairement aux voitures dans la plupart des autres régions du monde. Changer une règle établie est difficile, coûteux et stressant, et les groupes qui la suivent traditionnellement s'y opposeront, surtout s'ils ont des raisons, réelles ou imaginaires, de croire que leurs règles sont supérieures.